Bonjour Émilie Rousset, nous sommes au Théâtre de la Bastille où vous présentez après le Festival d'Avignon votre nouvelle création Affaires familiales dans le cadre du Festival d'automne. Cette création prend pour matériaux des témoignages que vous avez recueillis dans toute l'Europe auprès de justiciables et puis d'avocates aussi spécialisées dans le droit des familles. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette thématique et à vous emparer de ces témoignages pour en faire finalement, pour les mettre au plateau ? J'avais envie de m'intéresser à des histoires qu'on considère comme des histoires intimes, parfois des faits divers, et de voir comment en fait ces histoires qu'on dit intimes arrivent dans l'institution judiciaire, sont reformulées et arrivent à modifier nos lois ou ce qu'on n'entend pas comme récit, et à devenir des histoires collectives. Et j'avais aussi envie de sentir, d'interroger la porosité entre l'institution judiciaire et la société. Et comment est-ce que ça se contamine, puisqu'en fait la justice dit ce qui peut être et ce qui ne peut pas être, et elle configure quelque chose du réel. Et la société évolue et fait évoluer la justice. Donc j'ai rencontré pendant 2 ans et demi, 3 ans, dans plusieurs pays d'Europe, des avocats, des avocates, des justiciables. Et la pièce présente 9 de ces rencontres. Et le corpus final s'est constitué avec des paroles de personnes qui font bouger les lignes, en fait. Oui, c'était ça, c'est qu'on sent vraiment dans la pièce qu'il y a des personnes qui agissent, qui parfois sont en but à l'institution et toute leur énergie va être en fait mobilisée pour faire, comme vous le disiez, bouger ces lignes. C'est ça qui vous intéressait, c'est quelque part continuer vous aussi à agir pour que ça évolue, quoi. En tout cas, c'était aussi un sentiment lié au mouvement de MeToo. Et il y a une phrase qu'on entend beaucoup: il faut laisser la justice faire son travail. Mais la justice, c'est qui ? C'est quoi cette institution ? C'est quand même notre institution. C'est le reflet de la société. Donc, quelle institution on a envie d'avoir, et moi je pense qu'au contraire il faut s'en mêler, et puis les lois elles sont votées, donc en fait tout ça est très politique. Bien sûr. Et d'autant plus, pour rebondir sur ce qui était votre première question, sur des histoires, ça m'intéressait aussi de montrer que des histoires qu'on dit intimes, qu'on croit qui ne nous concernent pas parce qu'elles se sont passées au sein sous des un familles, toit, au sein d'une famille, dans un foyer. Mais en fait, c'est très lié à des ambitions de société. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs pays d'Europe qui sont représentés sur le plateau. Parce que, par exemple, en Espagne, depuis plus de 25 ans, il y a des formations des magistrats, des policiers, des juridictions spécialisées pour lutter efficacement contre les violences intrafamiliales. Et il se trouve que quand je rencontre cette policière, elle a tout le vocabulaire qui n'est qu'un vocabulaire, qui est un vocabulaire encore militant en France. Et là, il est dans la bouche d'une policière, et c'est à une frontière. Pardon. Non, allez-y. Et c'est vrai qu'en plus, on pense à l'Espagne, on se dit que c'est un pays qui est foncièrement catholique, qui veut donc, on s'attend peut-être à une politique sociétale plus rigoriste, et en fait, non, pas du tout. Non, mais après, c'est pas la même histoire aussi. C'est un pays qui a vécu sous la dictature, et puis quand la dictature a été renversée, ils ont pris des sujets de société à bras-le-corps. Donc, leur rapport au genre, à l'homosexualité, à l'homoparentalité, à la violence de genre et au patriarcat est finalement plus intégré et plus réfléchi que ce qu'on a en France, où on hérite, c'est dit aussi dans la pièce, à travers la voix de l'avocate Lilia Mycène, d'un code napoléonien qui a quand même été écrit il y a longtemps et où il y a quand même une idée très patriarcale de la famille et ses vecteurs de violence. Tout à fait. Et si on ne l'interroge pas, ces violences existent. Et pour interroger scénographiquement cette thématique, vous avez choisi un dispositif bifrontal qui met le spectateur dans une situation particulière. Pourquoi ce choix ? Alors j'ai travaillé avec la scénographe Nadia Laureau
Et Nadia est très présente en répétition. C'est une pièce qu'on a travaillée très longtemps, puisque je partais récolter des histoires, des témoignages rencontrés. Et on travaillait au plateau avec les acteurs et les actrices. Et Nadia a très vite proposé un dispositif bifrontal. Et très vite, on s'est dit, c'est ça. Parce qu'en fait, ça racontait aussi vraiment ce que j'avais envie que la pièce raconte. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, ce ne sont pas les défaillances du système judiciaire, ce sont nos défaillances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder ça de loin, tranquille, dans son fauteuil et dans le noir. C'est des questions de société. Bien sûr. Donc c'est nous. Bien sûr, on fait société à l'intérieur de la salle. Voilà. Et puis moi, j'aime le théâtre où on réfléchit ensemble. Et on communique aussi parce qu'on voit les réactions des autres spectateurs. Le spectateur est lui aussi actif. Il est dans cette société, quoi. En fait, on est ensemble. Vous faites aussi appel à la vidéo, mais de façon que j'ai trouvée très originale. Alors, il y a deux, à mon avis, il y a deux choses. Il y a c'est ce côté un peu flash, et puis attention aux petits objets, aux choses infimes. Et en même temps, il y a un effet de miroir totalement saisissant entre l'acteur qui interprète le témoin dont vous avez recueilli la parole. Et il y a un effet de miroir assez saisissant. Donc, je voulais vous interroger par rapport à ça. Ce qui vous a amené à faire finalement ces deux prises ces deux partis pris, quoi. Alors, c'était important qu'il y ait... je fais du théâtre qu'on peut qualifier de documentaire et j'essaie d'avoir j'ai envie d'avoir une sorte d'éthique aussi dans cette pratique. Et le fait que le spectateur et la spectatrice aient accès en fait à ce qu'on fabrique et au déplacement des cadrages qu'on fabrique, c'est important pour moi qu'aucune des strates ne soit effacée. Donc la vidéo, c'est un lien que le spectateur peut avoir, un lien direct à l'archive initiale. Donc il peut voir où on était, ce qu'on faisait, qui était là, et ce qu'on fabrique là devant ses yeux. Et mesurer aussi le fait qu'il y a un déplacement. Ensuite, j'ai travaillé avec deux chefs opératrices et l'idée de réalisation, c'était que la caméra soit comme un regard. Quand quelqu'un nous parle, évidemment, on regarde son visage, mais on regarde aussi ses mains qui bougent, on regarde derrière la plante verte, on regarde autour de nous, et il y a quelque chose qui se balade. Et du coup, la caméra témoigne de ça aussi. Était ça, en fait. Et puis, ça m'intéressait qu'on soit sur du fragment, parce que le dispositif scénographique, celui-ci encore plus, mais celui du théâtre en général, on a tout en face. Il y a des scénographies qui peuvent découper, mais ici, en tout cas, on a tout. Les acteurs sont toujours là. Il n'y a pas de changement d'espace ou de recoin caché. On est tous là et on voit ce qu'on fabrique à vue. Et la caméra, la vidéo, propose un découpage, propose du détail, propose du fragment et ouvre une fenêtre. Et sur aussi cet effet de miroir vis-à-vis des acteurs, c'était aussi important qu'à un moment donné, le témoin dont on n'entend pas la voix, enfin on entend la voix finalement à travers celle de l'acteur ou à travers ses mains aussi. Il y a un effet de prolongement qui est, je trouve, très émouvant aussi. Donc là aussi c'était un choix pour vous de coller à cette parole qu'on n'entend pas mais qu'on entend avec ce déplacement dont vous parliez. On joue à coller et décoller. Donc c'est aussi un ludisme théâtral, un jeu. Moi, j'aime beaucoup aussi cette idée de l'enfant qui refait pour comprendre, l'enfant qui imite pour comprendre. En fait, on essaie de comprendre aussi ce que ces avocates, ces justiciables, ces personnes très intelligentes nous disent. Donc, c'est aussi refaire pour comprendre. Et jouer à refaire, jouer à s'éloigner. Voilà. Et je voulais vous interroger aussi sur ce décor qui évoque, à mon avis, à la fois un peu ce que pourrait être une salle d'audience, avec ce côté un peu cet auvent où on peut imaginer que les juges siègent, et puis ces bancs aussi pour les accusés. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça ? Oui, Nadia Leroux a été voir des tribunaux et on a gardé une sorte
topologie, des différences de niveau, en fait, qui sont des différentes strates de pouvoir et de prise de parole. Donc, elle a travaillé là-dessus. Et elle a, je la cite, elle travaille aussi sur une sorte de géographie des regards entre les spectateurs, les spectatrices, la vidéo, les acteurs, les actrices. Donc, ces ombres aussi, qui sont imprimées dans l'espace et qui sont aussi les fantômes de toutes les personnes dont on porte les récits, de toutes les personnes qu'on n'a pas pu interroger. Oui, la multitude, en fait, des autres qui sont quand même là, quoi. Il y a un hors-champ. C'est communiqué dès le premier tableau que ça a été une enquête de 2-3 ans. Et je dis 2-3 parce que je ne sais plus exactement, mais c'est 3, je crois. Et il y a un hors-champ. Il y a les histoires qu'on raconte et puis il y a les autres. Oui, parce que vous avez choisi 9 récits et vous finissez par le dernier qui s'appelle « C'est génial », qui est en fait là aussi plein d'espoir en fait par rapport à cette lutte et ces récits terribles qui sont parfois déroulés sur scène, quoi. Le spectateur ne peut être que révolté parfois. Révoltant. Et donc là aussi, vous souhaitiez terminer par quelque chose de positif. Oui, alors j'ai coécrit la pièce avec Sarah Mag et c'est vrai que donc il y avait beaucoup de rushs d'enregistrement, de vidéos. On les a passés au plateau, on regardait ce que ça donnait dans leur entièreté et puis ensuite sur une rencontre d'1h30 à 3h, on travaille avec Sarah à reconstruire une scène de 10, 15, 20 minutes, donc à choisir à l'intérieur un mouvement de pensée qu'on veut vraiment porter, tout en gardant les accidents, la vie, les bifurcations de la pensée. Et puis ensuite, il y a le travail d'écriture aussi, qui est l'agencement de ces tableaux. Si on met celui-ci après celui-là, ça ne raconte pas la même chose. Il faut ménager l'imaginaire pour qu'il puisse accueillir le second, qu'il y ait des effets d'écho, des effets de contradiction. Et oui, c'est vrai. Et la pièce s'écrit aussi petit à petit en live, puisque plus j'ai d'entretiens, plus j'ai commencé à écrire avec Sarah, plus quand je fais les interviews, je sais ce qu'il y a et je peux mettre ça en relation. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Lilia Mycène, qui m'exposait le cas d'une de ses clientes qui a perdu un divorce pour faute parce qu'elle ne couchait plus avec son mari, et le fait qu'elle a porté ce dossier devant la Cour européenne des droits de l'homme, le fait qu'elle ait gagné, qu'on a appris quelques semaines après qu'elle ait gagné, et ça offrait une fin positive. Et puis une sorte d'apothéose, et puis de montrer que finalement la lutte et de ne rien lâcher produit son effet. C'est aussi les derniers mots, à savoir inviter aussi les femmes à, même si c'est dur, à porter plainte et à faire en sorte que ce fardeau ne soit plus sur leurs épaules, mais sur le fardeau de ceux qui ont failli en fait. Oui, parce qu'elle dit, c'est que si une plainte est classée sans suite ou c'est pas l'échec de la personne, c'est l'échec de la police, c'est l'échec de la société. Et quand on connaît les chiffres sur les violences sexuelles, il y a indéniablement un échec de la société, puisque c'est 1% de condamnation pour les plaintes pour viol. Ouais, c'est à rappeler encore et encore. Et pour l'inceste, c'est pareil. Effrayant. Donc notre société a à l'évidence à progresser sur la prise en charge de ces violences. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien accordé à Mycène, Émilie Rousset. Et on va rappeler que le spectacle, c'est au Théâtre de la Bastille jusque fin octobre, je crois. Oui, c'est au Théâtre de la Bastille jusqu'au 3 octobre. Et ensuite, c'est en tournée au CDN d'Orléans, que j'ai la joie de diriger. C'est vrai. Mais aussi au Lieu Unique à Nantes, à Cergy-Pontoise, au Havre, et j'en oublie, mais ça se trouve sur le site du CDN. Merci encore, Émilie Rousset, pour cet entretien. Merci beaucoup.